bienvenue sur Global Africa Télé Sud dans votre émission Tumulte. Installez-vous parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la démocratie et des libertés fondamentales. Alors comment faire vivre la démocratie et les libertés fondamentales? C'est l'équation simple pour les uns et complexe, peut-être même très complexe pour les autres, que tentent de résoudre sur ce plateau mes invités. Alors la première a 10 ans. Elle vient juste d'en avoir. C'est 10 ans, c'est Brigitte Amégrandville, trésorière de Tournons la page, qui célèbre ses 10 ans après avoir produit un livre qui retrace l'historique de ce mouvement, qui a mis ses tentacules un peu partout dans le monde. Et puis en deuxième, nous avons Régine Mokoli, conseillère départementale en Bretagne, et elle est issue de l'immigration. Est-ce que ça coïncide? Est-ce qu'il y a une imbrication entre immigration, démocratie et liberté fondamentale? C'est ce que nous dira aussi Brice Makosso, qui est membre fondateur de Tournons la page et qui nous vient du Congo. Nous allons donc en parler et voilà, bienvenue dans les 10 ans de Tournons la page. Alors tout de suite pour commencer, Brigitte, 10 ans. Une jeune fille ou un beau jeune homme? Une belle jeune fille, puisqu'il s'agit d'une association. D'accord. Mais c'est à Brice que vous auriez dû poser cette question, parce que c'est lui qui en est le père fondateur. Oui, mais vous, comment vous l'avez vécu? Voilà, comment vous êtes entré? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les activités que vous avez menées? Parce que c'est tentaculaire, dans 15 pays, mais l'écho va au-delà de 15 pays en 10 ans. Apparemment, c'est à l'avènement de la chute de Compaoré, des luttes de liberté des libertés burkinabées que... La création de Tournons la page a précédé de peu la chute de Blaise Compaoré, de 2 semaines, je crois, si ma mémoire est bonne, puisque l'appel a été lancé le 15 octobre 2014, et donc 2 semaines après... Blaise Compaoré était renvoyé par la rue. Alors, est-ce qu'il y a un effet de cause à effet? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux événements? Je dirais oui, même si la relation n'est pas directe, mais cela marque la conséquence et l'efficacité des mobilisations citoyennes à l'époque, puisque la chute de Blaise Compaoré, c'est essentiellement à la mobilisation massive des Burkinabés au sein du ballet citoyen qu'on le doit, donc un mouvement de la société civile. Avec Smokey, le rappeur, voilà, et bien d'autres qui ont... Voilà, ouais. Et qu'on le doit, donc on peut dire que oui, Tournons la page est né de la mobilisation citoyenne a eu son envol, le début d'envol. Voilà, dans 4 pays d'Afrique 2 semaines avant, mais après de l'envergure avec... Absolument. Ce qui prouve d'ailleurs que ces besoins de démocratie ne sont pas spécifiques à un pays, ce sont des mouvements qui sont universels, qui traversent tous les peuples, les besoins de liberté d'expression, de valeurs démocratiques sont des valeurs universelles. Alors, Régine nous dirait qu'elle se bat pour la démocratie, pour les libertés, et elle a senti que ces valeurs-là se perdent peu à peu, pour ne pas dire beaucoup et à grande vitesse. En tout cas, ces valeurs se perdent parce qu'elle répond au ministre de l'Intérieur français, le tout nouveau Retailleau, qui a dit que l'immigration n'est plus une richesse pour la France en ces temps-ci. Alors, Régine est issue de l'immigration. Elle est élue et conseillère départementale en Bretagne. Alors, vous êtes battue par quelle liberté? Est-ce que c'est Brigitte qui vous a tendu la perche pour vous donner du peps ou comment ça s'est passé? Oui, je pense que évidemment, on n'invente rien. Moi, mon jeune âge de 43 ans, c'est que d'autres se sont battus bien avant et d'autres se battent encore. Et malheureusement, en fait, ce mot qui revient de temps en temps, et on se rend compte qu'en fait, rien n'est acquis avec la démocratie, que ce soit ici, que ce soit d'où on vient. En tout cas, moi, je viens de la République centrafricaine. C'est en danger en permanence, c'est en danger encore plus, puisque vous l'avez rappelé par rapport aux propos de
du ministre d'Intérieur qui dit que l'immigration n'est pas une richesse. Moi, je trouve que oui, là, ça devient vraiment un vrai problème parce qu'on va toucher en fait finalement aux fondamentaux. Parce qu'évidemment, on a une histoire commune avec la France depuis très longtemps et on en a toujours et on aura encore. Et venir dénigrer quotidiennement, venir utiliser l'immigration qui est pour moi finalement un bouc émissaire juste pour cacher des vrais problèmes dans ce pays, moi ça me questionne et je ne pouvais pas me taire et de toute façon. Étant donné que vous êtes élu en bouton hors de votre circonscription, quand même un élu du PS qui avait 15 ans de vie communale, départementale. Oui, c'est vrai que je rigole encore parce que des fois je reviens pas, c'est vraiment une histoire qu'on pourrait raconter dans un film, c'est-à-dire que j'ai gagné sur un canton qui n'était pas gagnable parce qu'effectivement en face de moi j'avais le numéro 1 du PS, le boss comme on l'appelle, et donc c'était pas gagnable. Moi je suis arrivée avec un projet de la démocratie locale parce que je vis dans un quartier de Rennes, Vigeant, qui est un quartier populaire. Juste avant, on parlait de la richesse, finalement, de la diversité de plusieurs nationalités. Il y a 50 nationalités dans mon quartier qui n'est pas considérée. Et moi, je voulais justement venir, en fait, valoriser, dénoncer, en fait, tous les propos, finalement, qui sont plus racistes, tout simplement, qu'autre chose, de valoriser toutes ces nationalités qui vivent ensemble, qui font ensemble pour la France. Voilà. Alors, Brice, vous êtes fondateur, vous venez du même pays qu'Origine. Et dans votre zone géographique, c'est-à-dire la région Afrique centrale, il y a du pain sur la planche parce que même s'il n'y a pas de racisme, il y a au moins une xénophobie qui entrave souvent, je le pense, vos travaux, vous qui êtes en quête de libération des peuples, des populations et en quête d'installer les bases solides d'une démocratie qui tarde peut-être à venir, une démocratie forte. Oui, dans notre zone, déjà, je ne viens pas du même pays, même si c'est notre voisin d'à côté. Le bassin du Congo. Centrale, oui, le bassin du Congo, la RCA. RCA, mais elle est les deux. La République centrafricaine. Je suis de la RCA et aussi de la République démocratique du Congo. Je viens des deux. Ah bon. J'ai cette double richesse. Voilà. Évidemment, il fallait choisir Mbotenayo, pour voilà. Et donc, évidemment, cette zone de l'Afrique centrale, nous avions des problèmes avec la construction de la démocratie, la construction des libertés, la construction aussi du développement. Et c'est essentiellement pour ça que nous avions pensé lancer cette campagne Tournons la page. Mais tourner la page, quelle page nous voulions tourner à l'époque, lorsque cette campagne est née, donc nous sommes à 10 ans aujourd'hui, en 2014, mais avant le lancement de la campagne, nous sommes en 2012-2013, il y a ce mouvement qui avait démarré pour appeler au changement des constitutions. Donc au Congo-Brazza, il y avait ce débat sur le changement de la Constitution. En RDC, il y avait le calendrier électoral qui glissait. Au Burundi, il y avait des soucis avec l'interprétation des accords d'Arusha sur le troisième mandat. Mais bref, avant cela, on a eu des pays comme le Togo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, qui avaient supprimé la limitation des mandats dans leur constitution. Et nous, au Congo-Brazzaville, évidemment, nous avions à l'époque une constitution rigide qui interdisait évidemment la révision constitutionnelle sur... qui avait mis des barrières sur l'âge et le nombre de mandats. Sur l'âge, le nombre de mandats présidentiels, la forme... républicain de l'État et la laïcité. Et bien donc, lorsque ce mouvement a commencé, nous nous sommes dit, oulala, qu'est-ce que nous sommes en train de refaire? Parce que déjà en 90, on s'était engagé sur cette voie de la limitation de mandat, de la démocratie. Donc voilà, c'est dans ce contexte qu'est né Tournons la page. Mais la page que nous voulions tourner, c'est la page de l'alternance des régimes autoritaires, la page créée de l'alternance démocratique, sans discussion, qu'il y ait vraiment de la passation de pouvoir de manière pacifique dans nos pays. L'exemple de la RCA nous renseigne encore sur les souffrances des populations, parce qu'évidemment, chaque fois que chez nous, il faut passer le pouvoir, c'est
C'est sanglant. C'est sanglant, il y a des craintes. Voilà, c'est pour ça que nous avons lancé ce mouvement Tournons la page. Mais quel produit, qu'est-ce que le mouvement a produit quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent du fait que, de ce qu'ils appellent les coups d'État constitutionnels. Est-ce que ce combat n'est pas vain? Parce qu'on sait que beaucoup de constitutions ou d'institutions régionales ou continentales, l'Union africaine, par exemple, dit que tant que vous n'avez pas fait moins de 6 mois pour changer votre constitution et prétendre à un 3e mandat, vous n'êtes pas en défaut juridique. Le fait déjà que ces institutions en parlent maintenant, ce n'était pas un sujet qui était sur la place publique, hein, ce n'était pas dans le débat public, la question des 3e mandats, la question des changements de constitution. Ce qui était dans le débat public, c'était les coups d'État militaires. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce débat est en train d'évoluer. Ce n'est pas facile de changer les mentalités, mais aujourd'hui, quand même, il faut constater que modifier les constitutions, changer les constitutions, ça devient un problème. On en discute quand même. C'est vrai qu'il y a des passages en force, il y en a qui ont réussi à faire changer les constitutions dans les pays, il y en a qui ont réussi à éliminer la limitation des mandats. Aujourd'hui, les citoyens en parlent, les citoyens sont mobilisés au niveau des institutions, que ce soit à l'Union africaine, à la CEDEAO, il y a un vrai débat sur le sujet. C'est vrai que nous, à la CEMAC, cette discussion, elle est encore très pauvre, mais on en parle dans les institutions au niveau des citoyens. Et donc, on peut dire que le tabou, il a été brisé. Brigitte, est-ce que se battre pour les libertés fondamentales, pour la démocratie, tient en compte la migration et le statut des afro-descendants en général? Alors, avant de répondre à la question, je voulais faire un point. L'Union africaine dit que l'on n'a pas le droit de modifier des textes qui changent fondamentalement les règles du jeu d'une élection moins de 6 mois avant cette élection. En revanche, dans l'article 23 de la Charte de l'Union africaine pour la démocratie et la bonne gouvernance, l'article 23 précise que constitue un coup d'État constitutionnel un changement de constitution qui a pour objectif de s'accaparer le pouvoir, le pouvoir et d'empêcher une alternance démocratique. Donc c'est clair. L'Union africaine reconnaît la notion de coup d'État constitutionnel et c'était réellement une première. Alors pour revenir à votre question, je pense que la lutte pour la démocratie est une lutte préventive justement pour empêcher l'immigration clandestine. Pourquoi ? Parce que si nous luttons dans nos pays pour qu'il y ait la démocratie, la bonne gouvernance, c'est pour que les populations trouvent leur mieux vivre, leur bonheur dans leur pays. Personne n'émigre de gaieté de cœur. Et si on avait effectivement cette répartition équitable des richesses d'un pays, s'il y avait un développement suivi, normal, inclusif, au lieu de cet accaparement des ressources des pays par une poignée de membres, de dirigeants et de leurs familles, les gens ne viendraient pas en émigration. S'il n'y avait pas, de la part de certaines puissances occidentales que je ne veux pas nommer, pour ne pas les doiter précisément, ce soutien sans contexte à des régimes dictatoriaux, ce soutien à des élections frauduleuses, connues de tout le monde, les gens n'auraient pas besoin d'émigrer. Et vous constaterez que dans les pays africains, à chaque fois qu'il y a un conflit électoral, à chaque fois qu'il y a un conflit, une guerre, un début de guerre civile ou bien une répression massive, qu'est-ce qui se passe? Les gens émigrent, des réfugiés, il y a une masse de réfugiés internes vers les pays voisins et ça se termine toujours par des gens qui partent à l'international. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que pour prévenir effectivement l'immigration massive, faisons en sorte que les gens aient les conditions matérielles et sociales pour vivre correctement chez eux. Quand les gens bougent quand même, Régine, qui se retrouvent ici,
c'est 10 milliards d'impôts issus de la diversité ici en France, des minorités qui constituent bientôt une majorité. Est-ce que les propos de Rotellio vous ont touché à la poche, c'est-à-dire vos 10 milliards, vous êtes contributeur de ces 10 milliards-là, ou est-ce que ça vous a touché à votre matière grise, parce que c'est aussi de la matière grise qui est disponible en France ici grâce à cette immigration? Il touche à la poche, à l'économie, il touche au social, mais il touche aussi à le vocabulaire qui me vient comme ça, c'est le mot, plutôt, c'est l'humanisme, en fait, les valeurs. Parce que là, on touche à la dignité des gens. Et je rejoins un peu ce que madame vient de dire. Moi, par exemple, pour mon histoire, moi, je suis une ancienne sans-papier. Je suis partie de mon pays à 21 ans. Donc, pour les instabilités liées à la guerre, je fuis et je suis arrivée dans ce pays très, très jeune, sans ma famille. Donc, c'est vrai qu'effectivement, quand on quitte son pays, ce n'est pas de gaieté. On laisse beaucoup derrière nous et on vient dans un pays où on ne s'y attend même pas. Et vous l'avez aussi rappelé, sans citer les noms, il y a quand même aussi des intérêts derrière, parce qu'on parle d'économie interne, mais il y a extérieure aussi. Il y a des relations économiques entre des pays qui rapportent énormément à certains pays et qui déstabilisent en fait l'insécurité qu'on parle ici. Nous, on le vit aussi d'où on vient. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivée ici dans ce pays. Et c'est vrai que j'étais très touchée parce que, d'ailleurs, la particularité un peu de mon histoire, je suis la première femme en France ayant vécu sans papier et de la République française. Donc, pour aussi que les gens puissent comprendre aussi tout ce fantasme du grand remplacement, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est une réalité. Aujourd'hui, je suis au service des Français dans mon département d'Ille-et-Vilaine, auprès des femmes et des enfants. Je travaille au quotidien. Je ne travaille plus pour mon pays, ni pour ma famille, ni pour les enfants. Donc, on est une richesse ici. Effectivement, les 10 milliards, c'est plus que ça. Moi, je pense aussi à toutes les personnes sans papier qu'on ne comptabilise pas. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a énormément de gens qui travaillent au quotidien. On parlait tout à l'heure des métiers de tension, y compris dans ma délégation, la petite enfance, où en 2030, on va avoir la moitié des personnes qui vont partir à la retraite et on manque de main-d'œuvre pour éduquer les enfants. Et là, entendre tout ce que le ministre dit de ne pas reconnaître l'apport de l'immigration dans l'économie, dans le social, dans la culture et le sport, j'en parle pas, je trouve ça un déni total. Brice, le jour où le mot nounou sera remplacé par un autre, sachez que ça sera partie de la bataille de régime qui trouve que nounou doit être changé par un mot plus noble, parce qu'elles sont... ces femmes-là deviennent des parents entiers de nos enfants. Justement, dans nos combats aussi, les enfants, ça compte. Ils sont de plus en plus, par des politiques peut-être mal calculées, manque de vision, en tout cas, ça fait que ce sont ces enfants-là qui se retrouvent arrachés à leur terre et meurent dans le désert, qui devient le plus grand cimetière des Africains, hein, dans la mer, qui est le deuxième aussi plus grand cimetière au monde. Mais comment n'arrivez-vous pas, parce que les chiffres disent que chaque année, d'année en année, le nombre de ceux qui fuient les injustices que vous combattez, le manque de démocratie que vous combattez, le manque de liberté, de liberté fondamentale que vous combattez, le nombre est accentué chaque année, alors que vous êtes sur le terrain à parler à ces dirigeants-là, à les sensibiliser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est un combat de tous les jours, hein. Comme disait Brigitte. Moi, ce débat sur l'immigration me gêne un tout petit peu si on ne prend pas le courage d'agir sur les causes de l'immigration. Évidemment, Brigitte l'a dit, les causes de l'immigration, tout comme Régine venait de le dire, ce sont les guerres, c'est la pauvreté, c'est l'absence de liberté. Et Brigitte l'a dit, personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Moi, je vais prendre des pays comme les nôtres qui produisent suffisamment de matières premières. Nous, le Congo-Brazzaville, nous sommes un pays très riche. Nous produisons environ 300 000 barils par jour. Et que fait la avec cette forêt, avec tous ces bois qui partent. Je ne prends que les revenus pétroliers. Les matières halieutiques. Avec 300 000 barils par jour, la République du Congo ne gagne que 27% des 300 000 barils par jour. Mais ça, c'est quoi? C'est la structure des contrats. Mais lesquels ont monté la structure des contrats de partage de production? Mais c'est le capitalisme mondial qui a monté ces structures. Oui, mais dans ce cas, on vous dira que les Émirats arabes, qui ont eu le pétrole à peu près à la même période que nous en Afrique, ils ont pu modifier leur contrat
en ayant du 100% pour eux, ou même du 80-100, alors que nous, on est à 20-80. D'accord, moi je veux bien. Je suis en train de dire que nous sommes à 27%. Mais nous sommes à 27% qui profitent de cette richesse. Quelles sont les multinationales qui sont présentes chez nous, qui pompent ce pétrole et qui empochent finalement la plus grosse part? Moi, je vois bien que les Européens, ils ont mis en place le Frontex, mais ils n'ont jamais osé mettre un Frontex pour les capitaux. La littérature montre bien que l'évasion fiscale crée énormément de pertes pour les pays africains, qui empêche évidemment le développement des pays africains. Pourquoi, évidemment, ces grandes puissances... Brice, nous allons développer cette partie tellement intéressante dans la deuxième partie de Tumulte. Dans quelques instants, chers téléspectateurs, nous reviendrons pour nous attarder. Nous commencerons par Brice, bien sûr, qui va développer cette partie de son insertion. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Nous revoici sur le plateau du Tumulte, même chaîne, mêmes invités. Et chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de Télésud et de votre émission qui parle Tumulte, qui est axée sur la géopolitique, la géostratégie, la géoéconomie, des relations entre l'Afrique et l'Afrique, entre l'Afrique et le monde. Alors Brice, on vous écoutait avec attention, la plus grande attention possible. Oui, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il va falloir aussi assainir la fiscalité au niveau mondial afin que les pays africains gagnent le maximum de revenus issus de la richesse que nous avons chez nous. Et donc, j'ai pris le cas, évidemment, du Congo-Brazzaville, qui n'a que 27% de son pétrole. Et si on était arrivé à un partage équitable des ressources, à des contrats pétroliers plus justes, je pense que les Africains auraient la possibilité de développer leur pays. Alors, au-delà de cela, quelle est la fiscalité qui est en place? Quels sont les systèmes fiscaux qui sont en place? Je vois que, par exemple, chez nous, les multinationales ont la liberté de transférer les fonds. Donc, le pétrole, une fois qu'il est produit, qu'il est transporté en Europe, il est vendu, les revenus restent ici, les revenus ne repartent plus. C'est une économie extravertie. Et tout cela, il va falloir que les chantres de l'immigration puissent travailler afin que ce système économique également change. Et Brigitte l'a dit, aucun Africain n'est heureux d'être ici dans le froid. J'ai un collègue hier qui était en train de se plaindre, qui ne supportait pas le froid. Et donc, voilà, c'est cette page que nous voulons tourner. C'est la page pour dire que les multinationales peuvent évidemment gagner de l'argent, faire des affaires dans un milieu vertueux. Il ne s'agit pas de soutenir tel dirigeant ou tel autre dirigeant parce qu'il garantirait mieux les intérêts de tel pays et non pas de tel autre pays. Aujourd'hui, les multinationales doivent s'adapter à la concurrence et nous appelons les démocraties, les grandes démocraties occidentales, à soutenir la démocratisation de l'Afrique parce que tout le monde y gagnera. Alors, Brigitte, on vient de voir que la part économique tient beaucoup pour asseoir la démocratie et les libertés fondamentales. Or, il n'y a pas que le côté économique, il y a le côté déstabilisation par les conflits. Oui, il y a le côté déstabilisation par les conflits, mais je considérerais que... Et aussi que nos dirigeants apprennent à transformer leurs produits sur place pour faire pour renforcer leur économie. Là, vous touchez à mon dada favori. Oui, j'étais en train de dire que pour moi, la déstabilisation par les conflits, c'est une conséquence
de l'absence de démocratie, de l'absence de justice, de l'absence d'élections transparentes et acceptées par tous. Si les conditions de transparence étaient là, et comme au Sénégal, par exemple, personne n'a contesté les résultats après l'élection de la dernière élection au Sénégal, parce que les résultats sont publiés bureau de vote par bureau de vote, et c'est transparent, tout le monde l'a admis. Ailleurs, dès que les élections commencent, c'est la source de conflit, et c'est ça qui est à l'origine des conflits. Une autre source également de ces départs et des situations de conflit que nous observons, c'est que Brice parlait effectivement de l'aspect matière première. Il n'est pas normal que le Congo produise du pétrole brut, que ce pétrole brut soit exporté. Alors, première peine, déjà, la part qui revient de ce brut exporté est très très faible. Deuxième peine, c'est quand vous comparez la valeur ajoutée entre le prix du brut et le prix du pétrole raffiné que l'on réimporte pour alimenter les véhicules, etc. C'est un scandale. Alors j'ai fait un reportage, je vais vous rejoindre. Oui. J'ai fait un reportage lors du pénurie de pétrole à Brazzaville. Je me retrouve dans un bureau où le chef m'explique que, en fait, quand le Congo n'a plus de pétrole, c'est que le Nigeria n'a pas exécuté la commande à temps. Parce que le Nigeria, qui vend également du brut et qui fait venir chez lui du raffiné, c'est ce raffiné qui est aussi commandé par le Congo. Alors, c'est une histoire, mais à ne rien comprendre, mais vraiment. Voilà, je tenais à expliquer un peu ça. Si vous m'accordez 2 minutes encore, j'étais en train d'expliquer qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la somme, le cumul des salaires qui sont payés aux personnes qui travaillent dans le pays. Donc, si on dit que la valeur ajoutée est faible, c'est que les gens n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi dans le pays. Et les emplois, ils sont ailleurs, dans les pays où on transforme ces produits. Est-ce qu'on va continuer en Afrique éternellement à fonctionner comme ça, à exporter des matières premières brutes, du coton brut, du café brut, du cacao brut? Et puis, voilà, et c'est pour ça que certains de nos camarades, quand on dit « Ah, ce sont nos ressources », et s'en arrêter là, c'est dommage. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir les ressources. Le problème, c'est de les transformer pour ne pas être obligé d'être dépendant. C'est pas le sous-sol qui rend riche, c'est la matière grise qui rend riche. Est-ce la vie de Régine qui est ici et qui est de côté, hein, finalement. Mais si la matière riche rend riche, est-ce que votre matière riche pourra servir aujourd'hui en Afrique pour combler, non pas qu'il n'y a personne, mais c'est assez de cerveaux aussi qui sont partis, comme le vôtre. Est-ce qu'il y a une possibilité de retour pour aller renforcer quelque chose avec les camarades sur place ou les compatriotes? Oui, clairement, moi je rejoins. C'est même urgent aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a acquis ici, d'aller partager en Afrique. Moi, je fais déjà la démarche. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par le gouverneur de Lubumbashi pour pouvoir travailler sur la PMI. C'est une de mes délégations, la protection maternelle infantile. Et ce qu'on constate à l'est du Congo, vous savez, hein, la guerre qui touche les femmes et les enfants particulièrement. Donc la santé des femmes et la santé mentale est un vrai problème. Et moi, j'avais accepté cette invitation. On a fait un travail avec mes services pour pouvoir faire un transfert de connaissances, former des personnes qui veulent bien venir ici avec un visa respectueusement et de les former pour pouvoir ramener cette connaissance parce qu'il y a un besoin sur le continent. Moi, je n'oublie pas d'où je viens et je ne vais pas oublier. Effectivement, je suis ici, j'ai une vie ici avec des enfants et j'ai un mandat. J'essaye aussi d'apporter les deux côtés. Ce n'est pas que dans un sens du nord et du sud. D'ailleurs, hier soir, j'étais dans un événement, on parlait de l'agriculture et j'ai lancé comme ça en disant que ça se trouve, c'est le sud qui va sauver le nord sur le changement climatique parce qu'on a encore des savoir-faire ancestraux, on a beaucoup de savoir-faire, mais aujourd'hui, c'est un modèle à apprendre, comment adapter. Je suis d'accord, les transformations, on a sur même l'agriculture, mais surtout, on ne sait pas encore comment conserver, transformer, et puis négocier aussi finalement avec les pays nord qui achètent finalement par rapport à leur marché. Le capitalisme, aujourd'hui, c'est lui qui guide, et finalement, il guide aussi notre démocratie, parce que la réalité, c'est ça. Donc oui, moi, je suis dans ces démarches-là, à travers ce que je fais aujourd'hui avec mon expérience. J'essaie aussi de témoigner, mais aussi sur le parcours d'immigration, c'est ce qui m'emmène ici. C'est aussi comment
témoigner, parce que je crois beaucoup à la force du témoignage, auprès des jeunes garçons, mais des jeunes filles on en aussi, parlera dans qui la voyagent. partie Voilà, donc voilà, ça, dans la troisième partie de l'émission. D'accord. Mais Brice, est-ce que dans votre évolution, 10 ans, oulala, quel beau bébé, un bébé de 10 ans, il est tout beau, tout rond, insouciant. Est-ce que vous êtes en phase d'insouciance ou est-ce que vous avez pris conscience qu'il faut vous épanouir et étendre vos tentacules? Et dans ce cas, où? Mais déjà, la campagne Tournons la page, 10 ans, on est parti de 4 coalitions nationales. Aujourd'hui, nous avons 15 coalitions. Et le dernier pays qui vient de nous rejoindre, c'est le Sénégal, mais avec 2 coalitions également anglophones, donc l'Ouganda et la Namibie. Donc aujourd'hui, ce sujet de démocratie, d'élections libres au niveau du continent africain, il est en train d'évoluer. 10 ans, c'est aussi 10 ans de mobilisation citoyenne. C'est 10 ans pour dire aux citoyens de participer à la vie politique. Nous venons des pays où la participation des citoyens est un vrai problème. La construction de la citoyenneté est un vrai problème. Et ce n'est pas des sujets, construire la citoyenneté, demander aux citoyens de participer aux affaires publiques, ce n'est évidemment pas en 10 ans qu'on peut réaliser le tout, c'est un programme de toute une vie. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers que cette campagne existe maintenant dans 15 pays africains, mais nous avons également une coalition européenne, puisque lorsque nous parlons de tourner la page, ce n'est pas seulement une page que nous devons tourner chez nous en Afrique, mais il y a aussi une page qu'il faut tourner ici. Les mentalités ici également doivent changer. Nous étions en train de parler tout à l'heure de l'implication des multinationales dans la politique dans nos pays. Il faudrait que ça change. Il faudrait que les citoyens d'ici parlent à leurs multinationales, que les citoyens d'ici parlent à leur gouvernement pour dire qu'il faut cesser de reconnaître des régimes issus des élections truquées, des élections volées. On voit bien dans certains pays qu'on peut blâmer M. Maduro pour des élections truquées, mais on ne peut pas blâmer le fils Déby, par exemple. Le fils Déby, oui, disons-le clairement. On est allé à Doubé, on ne peut pas blâmer parce que les élections ont été truquées. Voilà, on peut blâmer des pays de l'Asie pour des élections truquées, mais lorsque ça arrive en Afrique, c'est le silence total. Donc, cette page, également, les citoyens d'ici doivent également travailler vis-à-vis de leurs institutions, vis-à-vis de leur gouvernement, pour dire il faut arrêter cette hypocrisie politique. Brigitte, 10 ans. Oh, belle fille de 10 ans. Mais aussi, avec beaucoup de soucis, les arrestations, y compris de vos membres. Absolument. Et nos membres ont souvent été menacés parce que nous disons des choses qui ne plaisent pas. Et beaucoup de nos membres, depuis la création, ont été en prison. Et actuellement, nous sommes dans une situation dramatique où deux de nos camarades de lutte guinéens, dont le coordinateur de Tournons la page Guinée, ont disparu depuis plus de 100 jours maintenant et personne ne sait où ils sont. Nous avons un militant togolais, Prince Fadel, un artiste, qui est en prison depuis 3 ou 4 ans maintenant. Voilà. Donc, nous aurions souhaité que les choses avancent. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai une admiration sans faille pour nos camarades qui sont sur le terrain et qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Mais comme ce sont des hommes et des femmes de conviction, persuadés qu'il n'y a que par la démocratie que l'on peut véritablement accéder à un développement durable de l'Afrique, ben, ils continuent leur travail malgré les risques. Alors, 10 ans, c'est aussi une évolution qui nous a semblé très importante et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenant rajouté aux axes stratégiques sur lesquels nous travaillons l'axe école de la démocratie. Parce que, d'une part, parce que la démocratie recule un peu partout dans le monde, donc ce n'est pas le cas particulier de l'Afrique, mais aussi parce qu'en Afrique particulièrement, il y a des gens qui, par malveillance,
ont tout fait pour ramener la démocratie à des élections frauduleuses. Donc on fait des élections, on dit on a gagné, et donc on est un pays démocratique. À tel point que la jeunesse maintenant a tendance à considérer que la démocratie a échoué, parce que, ça ne se réduit qu'à des élections une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 7 ans, et avec des résultats qui sont connus d'avance, etc. Donc la démocratie n'a plus bonne presse. Or, il faut qu'on explique aux jeunes que ce n'est pas ça la vraie démocratie, que ce n'est pas ça du tout la démocratie, et qu'on reparte ensemble sur les fondamentaux de la démocratie. Alors vous qui êtes une élue, Régine, est-ce que quel ingrédient faut-il ajouter pour que quand vous êtes candidat, on ne voit pas la Noire, on voit une citoyenne française élue de son département tout simplement, ou que les Noirs aussi ne voient pas que c'est un blanc, ou est-ce que, à part ça, quels sont les ingrédients que vous pensez qu'il faudrait mettre, même ici en France, dans le panier démocratie pour que ça puisse être plus efficace et plus consommable pour tous? De toute façon, Madame l'a rappelé, la démocratie, c'est en danger partout dans le monde, y compris en France, on l'a vu cet été. C'est un danger. Ça devient même, enfin certains utilisent ça, ça devient, voilà. La démocratie devient un danger. En France, on a vu cet été, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire, parce que je suis une élue de gauche, que voilà, on a eu un déni de démocratie. Donc voilà, les élections étaient truquées, c'est quand même incroyable qu'on a un gouvernement qui ne représente pas vraiment ce que les Français ont voté, donc je suis obligée de le placer là parce que c'est quand même aussi les premiers à donner une leçon de démocratie dans le monde, donc on peut le rappeler parce qu'à un moment donné aussi pour avancer il faut être honnête. Il y a un grand travail à faire sur le territoire, sur la question de la couleur de la peau, parce que c'est vraiment ça, on est confronté. On parlait de la liberté, mais en fait on n'est pas en liberté dans certains quartiers. Moi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je viens du quartier de Vigeon, il y a 50 nationalités et on oublie souvent de parler de nos jeunesses, ceux qui sont nés ici, qui sont ni de là-bas ni d'ici, on a l'impression, et qui souffrent en fait de cette politique démocratique. Et finalement choisie, on a l'impression que c'est une continuité de ce qui se passe en Afrique qu'on veut ramener dans nos quartiers pour continuer à avoir une forme de néocolonialisme, je peux le dire comme ça. Et moi, ça me pose un vrai problème. Moi, si j'ai un message à passer aujourd'hui aux jeunes et aux personnes qui portent la couleur de la peau, parce que c'est vraiment ça, hein. Là, on en est là avec cette question-là, c'est de continuer, de se battre, c'est d'aller voter, c'est de se présenter, c'est de communiquer, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut le faire savoir aussi ici à la population. Je pense que les citoyens européens, en fait, n'ont pas des bonnes informations, ils ne savent pas la réalité de ce qui se passe sur le continent africain, ils ne savent même pas la réalité de ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de souffrances, et à un moment donné, il faut aussi décloisonner tout ça, il faut décomplexer aussi nos paroles et le rendre aussi rentable à tout le monde. Voilà, c'est ce que je peux dire aux jeunes d'ici. Alors, adresse à la jeunesse de Régine, nous voici clôturant la deuxième partie de notre émission Tumulte, qui parle justement des libertés, de la démocratie. Quel effort il y a encore à faire avec les 10 ans, une décennie, oulala, belle décennie pour tourner la page. On se retrouve encore dans quelques secondes. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Le même homme, les deux femmes autour de moi pour parler de ce sujet délicat qu'est la liberté, les libertés fondamentales et la démocratie. Alors, Brigitte, les perspectives. Les perspectives, c'est de poursuivre ce combat plus que jamais, puisque partout dans le monde, la démocratie, ça n'est jamais acquis. C'est un combat permanent. Même lorsqu'il n'y a pas les reculs que nous avons connus malheureusement en Afrique, il y a toujours lieu d'améliorer, de faire mieux, mais malheureusement en Afrique... Mais vous avez fait mieux pour le Burkina, à la naissance de Tournons la page. Il y a eu la chute de Compaoré,
Mais après, il y a eu la chute de Kaboré, après, il y a eu la chute de Damiba, après, voilà. Est-ce que finalement, vous n'avez été écouté qu'à moitié ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a roué quelque chose qu'il faut dérouer? C'est un combat permanent et il faut poursuivre, il faut être vigilant et mettre en place des mécanismes qui permettent de sauvegarder les acquis. Bon. Malheureusement, moi qui suis une vieille militante, je peux vous dire que en 90, on pensait avoir résolu tous les problèmes. 90-91, après la conférence nationale, on pensait avoir résolu tous les problèmes. Quand on regarde là où on en est aujourd'hui, on peut estimer qu'on est retourné aux années d'avant, aux années 80, 87, 89, avec les pires des répressions qui ont provoqué les soulèvements qui ont abouti aux conférences nationales, mais bon, sans cesse, il faut remettre l'ouvrage sur le métier parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Sur le continent, chaque zone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, a aujourd'hui son lot de coups d'État constitutionnels, mais aussi de coups d'État militaires. chaque zone en a connu. Est-ce que les effets de ces coups d'État sont ressentis, c'est clair, mais comment faire maintenant pour essayer de rattraper les choses pour qu'on puisse vivre comme nous? Moi, ma génération, on venait faire des études et puis on rentrait. On était fiers de rentrer, aller servir le pays. Ce n'est plus votre cas. Est-ce qu'il y a cette possibilité de redonner ce moment-là, ce moment du passé aux jeunes qui peuvent aller se déployer partout dans le monde, mais retourner surtout au pays pour travailler parce que les conditions elles sont propices? Est-ce possible? Je l'espère bien. J'espère que la paix va revenir parce que c'est urgent, puisqu'on est accueillis nulle part. On nous demande de rentrer chez nous. Ça, c'est une première. Mais blague à part, je pense que c'est très urgent que la paix, qu'on se batte pour la paix, parce que c'est ça la difficulté, c'est qu'on n'est même pas quitté notre pays. C'est pas normal de partir comme ça. Donc, je l'espère. C'est un vœu que je fais à nos chefs d'État, s'ils m'entendent, que vraiment, on a besoin d'eux, qu'ils puissent vraiment faire une politique. C'est pas le problème. Non, mettons-nous un peu d'accord, Régine. Parce que moi, je sais que je ne cite pas de nom, mais quand le budget arrive, il est retourné ici. Il y a les châteaux, les montres, les voitures, les piscines qui sont construites un peu dans les salons, des immeubles qui sont achetés, ainsi de suite. Je veux dire que, est-ce qu'avec cet environnement-là, on va encore s'épauler sur nos dirigeants pour dire que... Je pense que j'ai envie encore de leur envoyer un message parce que je pense que de la même manière, on parlait des citoyens européens qui n'ont pas la vérité. Je pense que de la même manière, ils ne se rendent pas compte de la réalité, que leurs enfants meurent dans la Méditerranée. Et je pense qu'il faut continuer à envoyer ces messages et espérer qu'il y ait des belles personnes qui se présentent aussi pour prendre le pouvoir, pour pouvoir faire une vraie politique qui réponde aux besoins des Africains. Moi, après, c'est une utopie peut-être, mais j'ose espérer, puisqu'on parle de la démocratie, on parle de la paix, je lance... Non, mais c'est parmi, on a vu que de Martin Luther King à Obama, l'utopie a été désutopisée. Hein. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Il ne faut pas désespérer, je voulais dire. Il ne faut pas désespérer de l'Afrique, il ne faut pas désespérer de nos leaders. Nous continuons à travailler, à interpeller nos leaders afin que ces questions de liberté et de démocratie soient vraiment à l'agenda de nos différents dirigeants. Il en va évidemment de notre développement. Nous ne pouvons pas nous développer dans un environnement dans lequel on s'auto-censure, dans un environnement où il n'y a pas des initiatives, il n'y a pas la liberté pour pouvoir prendre des initiatives, ou dans un environnement dans lequel finalement les budgets ne sont pas utilisés pour le développement, pour pouvoir développer le pays. Lorsqu'on regarde tous les pays africains, si je parle de mon pays, nous avons des budgets toujours au niveau de milliards de francs CFA. Donc c'est de l'argent qui est dépensé dans le pays, mais comment faire le lien entre ce qui est dépensé et ce que l'on voit réellement sur le terrain? Donc il y a des efforts à faire. Hier, c'était les Occidentaux, et aujourd'hui, il y a aussi la présence chinoise. Mais pourquoi l'Afrique ne profite vraiment pas de toutes ces formes de coopération, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Chinois? Pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Donc, il y a une prise de conscience
à faire au niveau de nos différents leaders afin qu'on puisse bâtir l'Afrique. Hier, lorsque les Européens, lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, on est venu chercher la matière première chez nous. Lorsqu'on a voulu développer la canne à sucre, la matière première, c'était chez nous. Aujourd'hui, également avec les changements climatiques, la matière première, c'est encore en Afrique. Dans les changements climatiques, le bassin du Congo est un véritable poumon pour le climat. Et comment l'Afrique se positionne par rapport à tout ça? L'Afrique, finalement, elle pourvoit aux besoins de l'humanité depuis toujours. Et que malheureusement, on ne le reconnaisse pas. C'est à nous, finalement, de nous positionner, de ne pas désespérer de nous-mêmes et de pouvoir avancer et puis finalement de tourner cette page de l'Afrique qui est toujours vue comme le continent misérable, alors que c'est le continent qui pourvoit aux besoins de l'humanité. Alors, mais dans cette misère, oui, qu'évoque Brice, la dernière lueur d'espoir, si on a, est-ce qu'elle viendrait du côté de la nouvelle génération ou est-ce qu'il faut encore espérer que ceux d'ici, ceux qui sont sur place peuvent encore donner espoir et faire grandir nos peuples? Non, mais elle viendrait forcément de la nouvelle génération. Parce que nous avons fait notre temps, et moi je considère aussi que je fais partie de l'ancienne génération, et il faut que les jeunes prennent le pouvoir. Moi ce que je souhaite, c'est que les Africains, surtout les leaders africains, s'arrêtent et méditent ce qui a fait le succès fulgurant du développement de la Chine. Pareil, en Chine, révolution culturelle dans les années 90, Madame Mao et son mari ont mis à la mer ou en exil des centaines de milliers de personnes. Ceux qui ont eu la vie sauve sont partis aux États-Unis, en Angleterre, etc. et ont été dans les grands laboratoires des universités américaines où ils ont travaillé, etc. Et quand Deng Xiaoping, je crois, a voulu lancer l'industrialisation de la Chine, il a pacifié un peu les choses. Alors, les gens disent que la Chine n'est pas un pays démocratique, mais comparer ce qui s'est passé... C'est un état de droit, même si c'est sur le droit négatif qu'elle surfe, c'est un état de droit. Ce qui s'est passé au début des années 2000 par rapport à la révolution culturelle, c'était déjà un renouveau démocratique incroyable, qui a permis aux exilés de revenir. Et on leur a donné des conditions pour revenir, de revenir avec des capitaux et avec leur savoir-faire. Ils se sont installés dans le pays et ils ont développé le pays. Il y a combien d'ingénieurs il y a africains en Europe, aux États-Unis, etc. Il y a tout le potentiel est là. Et si ces gens-là joignent leurs forces et leurs moyens avec les gens qui sont sur le terrain, en 20 ans, l'Afrique peut avoir exactement le même parcours que le parcours de la Chine. Or, on est dans une situation maintenant où c'est la Chine qui vient prendre nos matières premières et nous vend les produits manufacturés. Et parfois même les denrées de première nécessité, le concentré de tomate, le riz, qu'on importe de Chine. Ça n'est pas admissible. Régine, est-ce qu'il faut finalement retenir... la matière grise, la matière première qui est l'être humain en Afrique, et comment le faire? Comment aider ce continent à se servir d'elle-même, par elle-même? Comment? Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, mais la première chose, c'est déjà la paix. Parce que cette instabilité, en fait, cette insécurité qui fait que nos jeunesses, parce que d'après les experts, on est quand même le continent où il y a plus de jeunesse, hein, et d'ailleurs on le constate, puisqu'on voit bien le taux de natalité ici, ça baisse de plus en plus. Pour garder nos jeunes, il faudra déjà amener la paix, mais pour ça aussi, il faut les moyens. Et je rejoins clairement madame sur les moyens communs en place pour garder nos jeunes, comment on accompagne l'entrepreneuriat, comment on accompagne la formation, comment on accompagne toutes ces transmissions des savoirs, en fait, pour pouvoir se mettre à un niveau, parce qu'on nous parle de la mondialisation de plus en plus, mais en fait, on n'est pas encore au niveau, puisqu'on n'a pas encore assez les moyens. Donc, on part déjà d'un équilibre, en fait, qui nous met un peu en retard et qui nous met en difficulté de négociation vis-à-vis des autres. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais on a la possibilité, on est énormément à l'étranger, on a une connaissance incroyable, on a une double connaissance qui peut nous servir pour nos jeunes et de rester sur les territoires et même de rentrer aussi, tout ce diaspora, si on peut rentrer. Mais pour ça, je pense que la première chose, et on est
toutes et tous d'accord, c'est déjà la paix, parce que je pense que c'est la première chose. Quand on est en insécurité, on ne peut rien construire. Alors, Régine a évoqué plusieurs fois le mot paix, hein? Ça lui est cher. Mais est-ce que Brice Makosso perçoit cette lueur de paix quelque part? Mais la paix, elle se construit. C'est le travail que nous faisons. Il y a le pape Benoît XVI qui disait à l'occasion de la Journée mondiale de la paix en 2009 que construire la paix, combattre la pauvreté, c'est construire la paix. Donc pour construire la paix, évidemment, chez nous, nous avons à travailler sur cette question de pauvreté. Il y a trop de pauvreté dans nos pays alors que nous sommes dans des sous-sols riches. Ce n'est pas les matières premières qui rendent riches. Et donc, de toute façon, dans nos pays, nos dirigeants doivent investir sur le capital humain dont nous avons parlé, que ce soit les diasporas, que ce soit les gens qui sont sur place. Trop de gens se taisent dans nos pays parce que ces personnes ont peur de s'exprimer. Il y a de l'autocensure. Je n'ai pas envie d'avancer telle idée parce qu'il va m'arriver malheur. Donc, il y a trop de gens qui n'ont pas la possibilité d'exprimer leur talent. Il y a trop de gens dans nos pays qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de participer à la vie de leur pays. Et les diasporas, il y en a beaucoup. Que disent les diasporas? Ils ont des problèmes de sécurité pour revenir dans le pays. Il y a la peur, il y a des milliers d'Africains ont peur de rentrer dans leur pays d'origine. Simplement, les conditions de vie, il n'y a pas d'attraction, il y a de l'insécurité, mais surtout la liberté de penser et de s'exprimer, surtout cela. Et donc, il va falloir que dans nos pays, qu'on travaille sur ces libertés-là de pensée, d'expression, qu'on arrête aussi évidemment. Brigitte parlait tout à l'heure des arrestations, le cas de nos collègues de la Guinée qui aujourd'hui sont en prison, je ne sais même pas s'ils sont en prison ou ils ont été tués. Nous interpellons le gouvernement de la Guinée afin qu'on nous donne des nouvelles sur nos deux collègues dont nous n'avons pas des nouvelles aujourd'hui. Dans plusieurs pays, nous avons encore des prisonniers politiques. Dans mon pays, nous sommes en train de demander que le président accorde la grâce présidentielle à M. Mokoko et à Okombi Salissa. Dans plusieurs pays africains, il faut qu'on libère toutes ces personnes qui sont privées de liberté simplement. Au Mali aussi, il y a 11 qui sont 11 personnalités politiques, la société civile au Burkina, au Niger, où on bafoue les libertés jusqu'à emmener des citoyens paisibles au front, ça il faut le dire, il faut le dénoncer, mais un peu partout en Afrique. Alors, je vais commencer par Brigitte pour le mot de la fin pour cette émission. J'espère qu'elle va nous permettre de quitter en beauté oui, pour les 10 ans qu'elle vient d'avoir. Absolument. On ne peut pas être pessimiste. Il y a de l'espoir, il faut avancer, mais ça nécessite du travail, il faut continuer à combattre. Voilà, le dernier mot de Régine sera certainement sur le point qu'on a ouvert, le point qui nous a servi de la présenter, signataire d'une pétition contre justement les propos du ministre de l'Intérieur actuel, Rateau. Oui, c'est tout à fait ça. J'appelle vraiment tout le monde à aller signer cette pétition que j'ai lancée sur change.org, Komokoli, vous tapez, pour pouvoir dénoncer. Moi, l'objectif de cette pétition, c'est de demander à ce qu'il y ait un vrai débat public inclusif sur la question de l'immigration, une reconnaissance de l'apport, on en a parlé ici, les 10 milliards que l'immigration apporte à ce pays, et un accueil aussi digne et juste des immigrés, parce que tous ces dénigrements jouent aussi sur notre politique et respectivement sur la valeur humaine. Donc, voilà, Brice va nous lire peut-être pour finir le contenu de cette pétition. Le contenu, oui. Voilà, sur la page derrière, oui. Un petit bout du contenu de cette pétition. Mais voilà, cette pétition, évidemment, comme disait Régine, demande un débat public inclusif sur la question de l'immigration qui valorise l'apport des populations immigrées et rejette le discours de haine et de division. La reconnaissance officielle des contributions des citoyens français issus de l'immigration dans les secteurs économiques, politiques, culturels et social. Et puis finalement, une politique migratoire juste et humaine qui respecte la dignité et les droits fondamentaux de toutes les personnes sur le territoire. Je soutiens cette pétition de Régine et j'appelle
pas seulement les diasporas africaines, mais aussi les citoyens français. Il faut dire que depuis toujours, l'histoire considère les immigrés comme des boucs émissaires de tous les malheurs, mais il faudrait toujours aussi se souvenir que finalement, tous, à des moments donnés de l'histoire, nous avons été des immigrés. Et pour le cas qui nous concerne, moi je me pose toujours la question, qui a commencé l'immigration? Voilà, peut-être les autochtones. Ah voilà, donc c'est sur ces notes, donc au nom de la démocratie, des libertés fondamentales et de la migration que nous nous quittons aujourd'hui pour nous retrouver certainement avec d'autres invités. Pour le moment, aujourd'hui, nous avions Brigitte Ameganvi, trésorière de Tournons la Page. Elle est du Togo. Et Brice Makosso, membre fondateur, il est du Congo, de Tournons la Page, qui vient d'avoir 10 ans. Les deux ont chacun 10 ans. Et Régine Komokoli, qui est conseillère départementale en Bretagne, et puis issue de l'immigration, elle nous demande de signer massivement cette pétition pour redonner sa dignité aux afro-descendants et peut-être plus. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous invite encore à aller vous abonner sur le YouTube de Global Télé Sud Africa, Global Africa Télé Sud, pour nous soutenir. Merci beaucoup.